Le XVIIIe siècle est aussi le siècle des Lumières et de la Révolution française. La prise de la Bastille marque un tournant dans l'histoire du compagnonnage, parce qu'elle va faire s'effondrer comme un château de cartes tout le vieux système social et politique à l'intérieur duquel les compagnonnages ne sont pas libres d'exister. Ils accueillent donc avec espérance cet événement. Et de fait, en février 1790, les ordres religieux et les corporations de métiers sont dissous. Et le 26 août 1792, des prêtres réfractaires, qu'on peut estimer au nombre de 75 000, doivent quitter la France dans un délai de 15 jours. C'est une purge idéologique. Le 2 mars 1791, la loi d'Allard abolit effectivement le vieux système des corporations de métiers et autorise les ouvriers à s'installer librement à leur propre compte en s'affranchissant d'une patente. Les compagnons pensent pouvoir notamment officialiser leur statut, mais cet espoir est vite consumé puisque le 14 juin 1791, 2 mois plus tard, Isaac Le Chapelier rédige 2 articles dans un décret qui interdira toute forme d'association entre ouvriers du même métier. Elle interdit ainsi toute forme de syndicalisme et de facto le compagnonnage. Ces profondes mutations satisfont une partie des compagnons, comme celui du compagnonnage des tailleurs de pierre étrangers, qui se réunissent sur le gazon du Louvre en 1793. Mais elles marginalisent les compagnonnages plus traditionnels proches de l'Église. À partir de la Révolution, et sous le régime menaçant de la Terreur, de grosses modifications vont être apportées aux rituels dont les contenus pourraient ne pas s'accorder avec les nouveaux diktats de la liberté de culte. Le 18 mai 1804, l'instauration du Premier Empire avec la nomination de Napoléon Bonaparte à sa tête engage la France dans une politique de belligérance sur les territoires européens. L'Empire est occupé à gérer ses offensives. Dans ce contexte, d'anciens compagnons et aspirants charpentiers et certains indépendants créent la Société des Renards de Liberté. Et à Paris, le 5 mai 1804, la première Cayenne des compagnons charpentiers du devoir de liberté voit le jour. Sous le même devoir s'ensuivront les Cayennes d'Auxerre en 1837, de Lyon en 1840, de Toulouse en 1843 et de Tours en 1846. Au début du XIXe siècle, la fin des corporations et des ordres religieux a donc laissé le champ libre au compagnonnage et ces derniers représentent les seules forces ouvrières. Les historiens s'accordent pour évaluer à 200 000 le nombre de compagnons sur le territoire français. Tous les métiers sont quasiment représentés dans le compagnonnage et certaines sociétés se prétendent plus légitimes et authentiques que d'autres. Le compagnonnage est en proie à des querelles intestines. Les compagnons qui se croisent sur les routes en viennent aux mains. À Bordeaux, à Paris, de nombreux procès-verbaux de police décrivent des rixes meurtriers. La bataille de la Plaine de Cros est tristement connue pour avoir fait plusieurs dizaines de morts. Dans ce monde de fraternité, ces conflits sont mal perçus par l'opinion. Si bien qu'en 1821, plusieurs sociétés compagnonniques délèguent des représentants chargés de mettre fin aux batailles qui opposent les différents rites. La tentative échoue, mais elle amorce une démarche de réconciliation. Et elle va inspirer un homme providentiel dans l'histoire du compagnonnage. Agricole Perdiguet, dit Avignonnet-la-Vertu, compagnon menuisier du devoir de liberté. Il fera d'abord un tour de France pour tenter d'apaiser les différentes sociétés compagnonniques, et en 1839, il publie Le Livre du compagnonnage, dans lequel il s'autorise à dévoiler le contenu de certaines cérémonies, évoquant les légendes et les symboles. Cette ouverture sur le monde, public et profane, lui vaudra l'antipathie de plusieurs sociétés compagnonniques, qui l'accuseront de dévoiler les secrets du compagnonnage, et parfois même de les interpréter à sa guise. Mais elle lui apportera l'affection de quelques personnalités qui l'aideront dans sa démarche de réconciliation. Parmi eux, Pierre Leroux, promoteur du socialisme français et créateur du journal Le Globe, qui lui présentera à son tour George Sand, célèbre romancière avec laquelle il va entretenir une longue amitié et qui publiera en 1840 un roman, Le Compagnon du Tour de France, dans lequel elle qualifie les compagnons de chevaliers du travail. Une lumière est faite sur ce monde jusqu'à présent refermé sur lui-même,
un coup de projecteur qui a permis de désamorcer la mauvaise image véhiculée par les rixes. Agricole Perdiguier sera même élu député de Paris en 1848, l'année de la proclamation de la Deuxième République, et c'est donc la première fois dans l'histoire du compagnonnage et dans celle de la République qu'un ouvrier devient représentant du peuple. Dans le fil de cette démarche, Agricole commande en 1858 des illustrations parmi lesquelles vont être représentés les us et coutumes des différentes sociétés compagnonniques. Suivant les rites, ces sociétés affectent de porter cannes et couleurs suivant des modalités qui définissent leurs identités. L'usage de ces apparats compagnonniques, qui a longtemps cristallisé de nombreuses tensions, est ici mis en valeur par ces représentations. Agricole Perdiguier ne parviendra pas à apaiser toutes les tensions, mais en démocratisant l'image du compagnonnage, il l'engage définitivement sur la voie de la réconciliation. En 1801, en inventant la première machine à tisser semi-automatique, Joseph-Marie Charles, dit Jacquard, permet à la machine de travailler en quasi-autonomie. À Lyon, le métier jacquard, la machine, fut mal perçu par les ouvriers de la soie, qu'on appelait les canuts, qui comprenaient que cette invention allait rapidement les mettre au chômage. En novembre 1831, la révolte des canuts est un des premiers soulèvements de l'homme contre l'industrialisation. Une garnison de 20 000 soldats fut déployée pour juguler le mouvement de protestation. Elle se soldera par la mort de 600 ouvriers. Le 9 juin 1845, à Paris, 2200 charpentiers regroupant 800 compagnons du devoir, 200 compagnons du devoir de liberté, tous les indépendants et les renards de liberté, se mobilisent pour faire grève sur le refus des entrepreneurs d'augmenter les salaires. C'est l'occasion pour toutes les obédiences de mettre de côté leurs vieilles rancunes et faire cause commune. La grève étant interdite depuis le décret Le Chapelier, interdisant toute forme d'association, une cinquantaine de compagnons ainsi que la mère Linard se retrouvent condamnés au tribunal correctionnel de la Seine. Et le 26 août 1845, le grand avocat Pierre-Antoine Berryer, surnommé le prince de l'éloquence, prend gracieusement leur défense dans une plaidoirie qui fera histoire. En 1847, les compagnons passants charpentiers du devoir de Paris tinrent à remercier l'homme en lui consacrant ce chef-d'œuvre de 2,40 m de hauteur qu'ils nommeront le Berryer. À la mort de l'avocat, cette pièce sera rendue à la société, qui est actuellement exposée à la Villette. La même année, une autre grève mobilise des ouvriers sur la vallée de la Loire, allant d'Amboise à Tours. Proclamée le 26 février 1848, la Deuxième République crée le surlendemain une commission du gouvernement pour les travailleurs. Des réformes immédiates annoncent un changement social, mais le 20 juin 1848, les ateliers nationaux sont supprimés et plus de 120 000 ouvriers se retrouvent sans emploi. Le 23 juin, 20 000 d'entre eux se rassemblent sur la place de la Bastille. Cette insurrection est jugulée en 3 jours de combat dans l'ensemble de la capitale. On relèvera 4 000 morts parmi les insurgés et 1 600 parmi les forces de l'ordre. Ces affaires retentissantes, parmi tant d'autres à cette époque, aboutiront à la liberté d'association. L'article 8 de la Constitution du 4 novembre 1848 proclame le droit de s'associer et s'assembler paisiblement et sans armes. Le compagnonnage qui, depuis ses premières heures, vit dans la discrétion, va se structurer officiellement autour des 3 grands devoirs, les devoirs de Maître Jacquet-Soubise, les devoirs de Salomon ou devoirs de liberté. Le contexte de grève générale et de révolte périodique enjoint les devoirs ennemis à travailler ensemble et les engage mécaniquement sur la voie de l'apaisement. Si bien que la même année, le compagnon du devoir étranger d'Enna Victor organise une marche de réconciliation au départ de la place des Vosges. Une marche qui réunit près de 10 000 compagnons de tout état, tous en habits de fête, avec cannes et couleurs. Et le 21 mai 1848, un grand cortège défile à Paris avec les chefs-d'œuvre des sociétés. Et en novembre 1861, lors d'une rencontre compagnonnique, Agricole Perdiguier invite les compagnons présents à faire pour la première fois la chaîne d'union, d'origine maçonnique, et qui deviendra plus tard la fameuse chaîne d'alliance. Ce geste symbolique fort est une étape
essentielle dans la politique de réconciliation du compagnonnage. Durant les années 60, Agricole Perdiguier édite la fameuse série de tableaux des 3 fondateurs légendaires du compagnonnage. Ce faisant, il offre à tous les devoirs un socle commun de culture compagnonique. Depuis cette vie de semi-clandestinité, jusqu'à l'âge d'or du compagnonnage, le personnage de la mère reste la figure incontournable d'un mouvement qui organise ces rencontres. Nous avons vu dans un procès-verbal que le personnage de la mère existe dès le XVIe siècle. Elle assure l'accueil et l'intendance et gère les auberges qui tiennent lieu de rassemblement pour les compagnons qui voyagent. Mais c'est probablement à partir de la Révolution française que les mères font l'objet d'une initiation. En 1803, les compagnons charpentiers et menuisiers du devoir de liberté passent de 3 à 4 états. Ce nouvel état est celui des compagnons qui assurent la réception des mères. La réception des mères n'apparaîtra donc que très tardivement dans l'histoire moderne du compagnonnage. Elle officialise l'importance et le rôle de la mère. Dès le début du XIXe, les archives ne manquent donc plus. La mère Guyet, mère des compagnons passants charpentiers de Paris, de 1835 à 1842. En 1838, la mère Richer, qui est la première mère des compagnons charpentiers du devoir de liberté à Paris. En 1842, Madame Linard, qui est reçue mère des compagnons passants charpentiers de Paris. La Troisième République débute avec une insurrection contre le gouvernement fraîchement élu au suffrage universel. La Commune de Paris propose une organisation proche de l'autogestion. L'insurrection durera 2 mois et se soldera par la mort de 7500 personnes. En 1871, on sollicite Agricole Perdiguier pour prendre cause en tant que républicain contre la Commune de Paris. Il refusera car il ne souhaite pas engager les sociétés compagnoniques sur le terrain politique. Avec l'industrialisation des moyens de production et l'exploitation des travailleurs, l'apparition d'une nouvelle forme de contestation se concrétise dans le syndicalisme. Syndicalisme auquel les compagnons vont d'abord adhérer par principe car ils sont habitués de longue date à se mobiliser pour la cause des ouvriers. Mais compagnonnage et syndicalisme ne s'entendent rapidement plus sur l'équilibre à entretenir entre droits et devoirs, devoirs avec lesquels les compagnons ont une relation presque existentielle. Par ailleurs, les compagnons ne souhaitent pas politiser leur cause. Leurs valeurs, pensent-ils, ne sont pas négociables et doivent traverser les crises politiques et sociales. En cette fin de siècle, l'industrialisation devient rapidement la bête noire du compagnonnage. Le charbon est la nouvelle force motrice d'une industrie qui transforme très rapidement les moyens de production. Dans ce contexte, un nouveau matériau est mis à l'honneur dans le secteur de la construction, l'acier. C'est le siècle des gratte-ciel new-yorkais et de la tour Eiffel, qui rivalise en hauteur avec celle des cathédrales. C'est aussi le siècle du chemin de fer qui folklorise le Tour de France, qui se pratique traditionnellement à pied, à cheval ou par les cours d'eau. Cette évolution rapide dans le siècle est une menace que le compagnonnage n'a pas vu venir, mais qui en contrepoint va lui permettre de se révéler à lui-même en tant que défenseur et héritier d'une certaine forme de production, l'artisanat. L'industrialisation met beaucoup de métiers sur la touche, et de nombreuses sociétés compagnoniques sont menacées de disparaître avec le métier. C'est le cas des métiers liés au secteur du textile, toilier, tondeur de draps, chapelier, mais de nombreux autres métiers tels que les sabotiers, les fondeurs, les tanneurs seront aussi affectés. Depuis 1874, une fédération compagnonique assure les intérêts privés de ses membres. En 1889, sous l'égide de Lucien Blanc, compagnon bourrelier-harnacheur, cette fédération devient l'Union compagnonique. Elle reprend les missions de la fédération, prévoyance, mutualité, enseignement, et en 1899, elle consent à réunir toutes les sociétés autour d'un seul rite. Dorénavant, ce mouvement s'appellera l'Union compagnonique des devoirs unis. Les sociétés les plus menacées par l'industrialisation, une grande partie des Indiens, adhéreront, mais les autres ne s'engageront pas dans cette union dont la vocation trop universaliste
ne permet pas de convaincre toutes les sensibilités compagnoniques. La même année, l'exposition universelle consacre le projet d'Eiffel, et même si la révolution industrielle entraîne un déclin incontestable de l'institution compagnonique, ce chantier d'exception sous la conduite d'Eugène Milon, Guépin le soutien de Salomon, compagnon charpentier du devoir de liberté, illustre les talents de levageur des compagnons dans l'élévation de la tour. Cet ouvrage exceptionnel offre une nouvelle fois aux compagnons des différents devoirs l'occasion de travailler ensemble. Avec cette performance, le compagnonnage met un pied dans la modernité. Elle permet aux compagnons de faire symboliquement le lien entre tradition et modernité. Sur le motif des encyclopédies de Diderot et d'Alembert, Louis Mazerolle, Bourbonnais Vadeboncoeur, compagnon passant charpentier du devoir, compile tout le savoir théorique et pratique de charpente dans un traité qui est devenu une référence. Des centaines de planches où l'art du trait y est déployé magistralement. L'UNESCO finira par reconnaître en 2009 l'art du trait comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La diffusion du savoir et de la connaissance s'inscrit dans l'universalisme impulsé par le siècle des Lumières. À travers son ouvrage, Mazerolle fait entrer le compagnonnage dans la modernité des sciences et des techniques. À la fin du XIXe siècle, le regard que portent les autorités sur le compagnonnage a considérablement changé. Les différentes sociétés compagnoniques sont conviées aux grands événements, et en 1896, lors d'une rencontre organisée, le président en personne, Félix Faure, réalisant que les compagnons présents ne portaient pas de canne, les encourage à porter cannes et couleurs en toutes circonstances. C'est une libération pour le compagnonnage qui, dans toute son histoire, a toujours été dans le collimateur des institutions. La loi du 1er juillet 1901 clarifie les statuts des associations. Elle préserve la liberté et les droits des individus tout en permettant leur action collective. Elle met fin au régime restrictif et d'interdiction préventive de la loi Le Chapelier. C'est donc une page de l'histoire qui se tourne, le compagnonnage est libre, mais la menace industrielle plane au-dessus de lui comme une volée de corbeaux. Et effectivement, l'industrie opère sa révolution en happant une grande partie de la jeunesse, laissant le compagnonnage sur sa rive. Beaucoup de sociétés compagnoniques vont disparaître faute de sociétaires. Le compagnonnage rentre dans le XXe siècle en pleine dépression et certains compagnons annoncent sa fin prochaine. Quelques poignées d'hommes mènent la barque tant bien que mal. La Première Guerre mondiale voit les forces vives du compagnonnage disparaître sur le front. La jeunesse est sacrifiée et les 4 années de guerre sont des années blanches pour le compagnonnage qui ne recrute pas. L'entre-deux-guerres offre aux compagnons quelques années de répit. Le pays en reconstruction permet aux sociétés compagnoniques de se réorganiser. En 1920, on estime à 5000 le nombre de compagnons en France, alors qu'ils étaient 200 000 au début du XIXe siècle. C'est à cette époque que des initiatives sont prises pour faire la promotion des métiers artisanaux. Parmi elles, le certificat d'aptitude professionnelle, le CAP, un diplôme français d'études secondaires et d'enseignement professionnel. Ce CAP servira aussi les intérêts des industriels, mais il donne une qualification d'ouvrier ou d'employé qualifié de niveau 5 dans un métier déterminé. Ensuite sera instauré le concours du meilleur ouvrier de France en 1920. Un défilé de chefs-d'œuvre et des conférences sur le thème « Le compagnonnage à travers les âges » aura lieu en 1924. Une confédération Salomon, Jacques et Soubise voit le jour en 1929. Et le 10 mars 1937 est promulguée la loi Walter et Paulin qui donne aux chambres de métiers un rôle fondamental dans l'organisation de l'apprentissage artisanal. Celui-ci se structure, contrat, obligation de suivre un cours professionnel et examen de fin de formation. Puis rapidement, le krach boursier du 24 octobre 1929 à New York va plonger la France dans une crise durable. Les campagnes sont gravement atteintes par la baisse des prix agricoles, les faillites se multiplient, le chômage complet ou à temps partiel touche alors toutes les catégories sociales. La drôle de guerre, comme on l'appelle à l'époque, couvre l'offensive allemande du 10 mai 1940 qui plongera la France sous l'occupation 4 années durant. Cette deuxième guerre marquée par le nazisme
menace l'existence même du compagnonnage pour ses références au temple de Salomon. Les compagnons doivent alors se cacher et détruire une partie de leurs archives. Dans ce contexte, un homme, Jean Bernard, compagnon tailleur de pierre du devoir, dit la fidélité d'Argenteuil, va plaider la cause du compagnonnage auprès du maréchal Pétain. Il obtient en 1940 l'autorisation de mener une action visant à rassembler les compagnons au sein d'une association. Le 1er mai 1941, à Commentry, le chef de l'État français remet à Jean Bernard la charte provisoire du compagnonnage et le 8 juillet de la même année, l'association ouvrière des compagnons du devoir est officiellement créée. À une condition toutefois, ce devoir devra occulter toutes ses références au temple de Salomon. Évidemment, la formule ne va pas satisfaire toutes les formations existantes qui sont très attachées à leur vieux devoir. L'Union compagnonique ne rejoindra pas ce mouvement. L'association ouvrière sera peu de temps après reconnue d'utilité publique et recevra des subventions pour fonder à Lyon son premier siège. En contrepoint, une autre association est imaginée par des compagnons historiquement rivaux. Et à la sortie de la guerre, le 25 novembre 1945, les compagnons charpentiers soubise et indiens se réunissent en congrès à Paris pour annoncer leur fusion historique. La Société des compagnons charpentiers des devoirs vient de naître. 7 années plus tard, le 16 novembre 1952, la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment est créée et finit de composer le triptyque que nous connaissons aujourd'hui. Elle rassemble plusieurs sociétés compagnoniques légalement et ritueliquement autonomes. Durant la seconde moitié du XXe siècle, l'association, la fédération et l'union s'implantent dans de nombreuses villes de France, au-delà des régions traditionnellement fréquentées par les compagnons. La Normandie, la Bretagne, l'Est et le nord de la France, le Pays basque. Des sièges sont également créés en Belgique, Suisse, Allemagne, Angleterre. Le Tour de France devient un Tour d'Europe. À noter également la création de la CCEG en 1951, une Europe du compagnonnage constituée en confédération. Reconnue comme organisme de formation professionnelle, soutenue par les pouvoirs publics, les associations compagnoniques ont fondé des centres de formation, d'apprentissage et dispensent aussi des cours à toute personne désireuse de se perfectionner dans son métier. Les sièges de ces mouvements permettent désormais l'accueil sous un même toit de jeunes apprentis et compagnons de nombreux métiers. En 2004, l'association ouvrière des compagnons du devoir a adopté le passage à un compagnonnage mixte et la première femme, Lucie Branco, tailleur de pierre, a été reçue en 2006. Le nombre des compagnons en règle de l'association, de la fédération et de l'union est aujourd'hui estimé à 10 000. Depuis sa démocratisation, avec l'ouverture souhaitée sur le monde par Agricole Perdiguier, de nombreux ouvrages sont parus. Les citer serait bien laborieux tant ils sont nombreux. Citons pour l'histoire le premier mensuel compagnonique La Voix des compagnons, édité en novembre 1946 et qui deviendra en 1963 Compagnons et maître d'œuvre. En 1960, le premier film sur le compagnonnage, Le Pendule à Salomon, réalisé et financé par Raoul Vergès, Bernet, l'ami du Tour de France, compagnon charpentier des devoirs. Et pour conclure, tout récemment, en 2021, le film Compagnon, réalisé par François Favras. Au terme de cette approche historique, il serait opportun de conclure par une définition de ce qu'est le compagnonnage. En 2010, l'UNESCO enregistre le compagnonnage au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Une consécration pour les compagnons qui, comme nous venons de le voir, ont longtemps été dans le viseur des institutions. L'UNESCO inscrit le compagnonnage en tant que réseau de transmission des savoirs et des identités par le métier. L'intitulé retenu par l'UNESCO définit précisément le compagnonnage, car effectivement, le compagnonnage est un réseau d'hommes et de femmes dont l'objectif historique est la transmission. Mais que transmet-il? Des savoirs, théoriques et techniques, des tours de main. Ce terme, par ailleurs, est très évocateur de la manière dont la transmission se produit au sein des sièges compagnoniques, car le tour de main se transmet généralement par mimétisme, et la présence des compagnons auprès des apprenants est donc indispensable.
En tant que société initiatique, les compagnonnages transmettent également un système de valeurs et c'est une particularité qui leur est propre. Toute une chaîne de valeurs se met en place assez naturellement au sein des sièges. Les itinérants sont des individus passionnés qui prennent plaisir à exercer leur métier. La passion de leur métier fait qu'ils vont développer rapidement des compétences. Ces compétences vont elles-mêmes produire de l'autonomie. L'autonomie amènera rapidement à prendre des responsabilités. Et les responsabilités vont façonner des esprits libres. Voilà par exemple une chaîne de valeurs qui fonctionne relativement bien sur le Tour de France. Faisant tout ceci, le compagnonnage forge des identités. Mais ne nous méprenons pas. Le compagnonnage n'est pas un moule qui produit des compagnons en série. Chaque individu arrive dans le compagnonnage avec une personnalité bien singulière. Son identité est déjà forgée par sa famille, puis par son origine et son milieu social. Le compagnonnage vient alors se superposer à toutes ces expériences. Par quels moyens les savoirs et les identités compagnoniques se transmettent-ils? Par le métier, ça va de soi. Le métier est le premier vecteur de ce parcours initiatique. Cependant, l'UNESCO omet de préciser deux autres sources essentielles. D'abord, le voyage, car le voyage permet de faire l'observation des petites différences. Les particularités locales finissent par élargir le champ des possibilités et les itinérants gagnent en maturité très rapidement. Puis enfin, les rituels. La fonction des rites, quant à eux, est de faire communion autour d'expériences fortes partagées. Ces rites sont l'ADN du compagnon, et le mystère déployé autour de ces rites tient à l'effet de surprise qui lui seul peut garantir leur efficacité auprès des futurs compagnons. Les sociétés compagnoniques sont des modèles réduits de la société civile, et le procès en sectarisme souvent formulé peut paraître injuste au regard de tous les efforts produits par les anciens envers la jeunesse afin qu'elle soit prête à prendre part à la grande société.